toutes et à tous. Bonjour. Ça marche. Ouais, c'est ça. Ouais. Déjà, merci à tous d'être là, merci de vous être déplacés et merci d'être présents. Je fais un petit pitch d'introduction, 2 minutes, déjà pour remercier les différents intervenants, Inetum et Decathlon. Si cet événement n'aurait pas pu avoir lieu. Un merci particulier à Aurélien qui aurait été super réactif pour faire l'événement et vraiment l'organisation s'est super bien déroulée, ça a été top à ce niveau-là. Je vous présente rapidement, donc on est l'association DataLille avec Valentin ici présent. Il y a également d'autres parents mais qui n'ont pas pu être là ce soir. On organise des événements de ce type-là tous les mois, généralement. Alors il va y avoir une petite pause durant l'été, mais on reprend dès septembre. Donc notre volonté c'est vraiment de promouvoir l'usage de la data sur la métropole, que les acteurs puissent échanger sur les bonnes pratiques, les bonnes façons, etc. Et en même temps que les candidats puissent voir un petit peu ce qui se fait au final dans les différentes entreprises, voir les différents niveaux de maturité, les différentes technologies et qu'on puisse progresser au final tous ensemble et avoir ces instants de réseautage. Si vous avez des talks, la volonté d'être sponsor, etc., n'hésitez pas à nous contacter via email ou sur LinkedIn, sur la page DataLille. N'hésitez pas à nous suivre d'ailleurs pour ne pas rater les futurs événements. On publie les différents événements sur notre chaîne YouTube également, si jamais il y a des événements que vous avez ratés. Et enfin, je ne sais pas si vous avez du réseau, mais en tout cas, je mettrai les petits QR codes lors du buffet. Je vous demanderai juste de remplir un petit questionnaire. Nous, ça nous aide à mieux cibler qui vous êtes, ce que vous recherchez comme type de présentation. Et également, expliquer à nos sponsors qui est notre communauté, quel type de personne c'est, qu'est-ce qui les intéresse, et pour aller chercher d'autres sponsors, peut-être des subventions, ce genre de choses. C'est important pour nous, pour mieux cibler ce qu'on fait et mieux orienter notre stratégie de presse et de compte. Voilà, je ne vous dérange pas plus longtemps, je vais laisser la place à Aurélien pour présenter. Bon, je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps, le but c'est de présenter Inetum, obligé. Ça va aller assez vite. Inetum, c'est une ESN implantée à peu près partout dans le monde, à rayonnement très franco-français au départ. L'objectif c'est de digitaliser les métiers de nos clients, donc dès qu'il y a possibilité de digitaliser, on est présent, donc on n'a pas de spécificité sur un domaine métier particulier ou sur un contexte économique. Si je veux parler de la data, par contre on a décidé de prendre le parti de ne pas créer un pôle data où il n'y aurait que des gens qui font de la data, mais d'implanter nos personnes qui font de la data dans nos différents pôles de delivery, que ce soit l'expertise, le forfait, l'assistance technique. Et au niveau de la data, on gère aussi bien les problématiques techniques, donc data analyse, data engineer, data scientist, que les problématiques de gouvernance qui sont de plus en plus présentes chez nos clients. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Pour parler de data, Inetum. Je laisse la main, Dorian. Donc bonjour à tous, moi c'est Dorian Vacher, je suis rattaché à la direction de l'innovation chez Inetum. Je vais vous en dire juste 2 mots en pareil, le but c'est pas de s'éterniser sur ce sujet. En tout cas on travaille sur la tech pour le coup au sein de l'ESN, faire de lance sur ces thématiques. Et on en a 2 grandes, je dirais. On travaille sur tout ce qui tourne autour de la réalité mixte, réalité augmentée, réalité virtuelle, réalité étendue, c'est le nouveau mode maintenant avec les derniers devices d'Apple, et sur l'intelligence artificielle. Et là, on l'a découpé en 3 équipes finalement. Une équipe par typologie de données sur lesquelles on vient appliquer des modèles d'IA. Donc on a une équipe qui fait de l'IA sur des données tabulaires, l'équipe qu'on appelle l'équipe data chez nous. Voilà. On a une équipe qui fait de l'IA sur du texte, l'équipe langage naturel, dont je suis en charge. C'est une petite équipe d'une quinzaine de personnes. On est 17 répartis entre la France, l'Espagne, le Portugal et la Belgique. Et une équipe qui travaille sur les images, donc la computer vision, analyse d'images et analyse de vidéos. Alors il manque une modalité, vous l'aurez peut-être noté pour ceux qui suivent, le son, mais en fait on n'a pas beaucoup de cas d'usage sur le son en réalité, et on l'a rapproché des données tabulaires, parce que si on tire le trait, on peut considérer ça comme une série temporelle. Voilà. Donc voilà pour la direction de l'innovation. Aujourd'hui je vais vous parler du léger buzzword. Je vais commencer par une brève intro, je pense que tout le monde en a déjà entendu parler, tout le monde a déjà essayé, même j'espère ici dans une communauté qui est quand même assez intéressée par tous ces sujets. Le 30 novembre 2022, date fatidique où finalement on parle que d'une chose. L'avantage c'est que maintenant j'avais enfin un mot pour décrire ce que je fais dans la vie, puisque quand je disais que je travaillais sur l'IA du langage,
sur des bots, en général, c'était ah oui, d'accord, t'es le truc en bas à droite de certains sites, ça dit toujours j'ai pas compris et ça marche pas. Aujourd'hui, c'est waouh, tu travailles sur des technos genre ChatGPT, super intéressant. Donc merci pour ça. On avait regardé bien évidemment, nous côté direction Lino, des modèles avant ça, de modèles d'OpenAI d'ailleurs principalement. On avait regardé GPT-3, on avait regardé après des modèles Open, on avait regardé Bloom. On n'avait pas senti le truc venir non plus, hein, je vous le dis, on n'était pas dans les confidences. Et on n'était pas comme Microsoft assez visionnaire pour faire un partenariat avec OpenAI malheureusement. Mais je me suis dit mince, pourquoi on l'avait pas senti, donc je suis retourné faire des tests alors, sur Bloom plus particulièrement récemment pour voir si les résultats étaient à la hauteur de ce qu'on voit maintenant quand on utilise ChatGPT avec des modèles comme GPT-4 et GPT-3.5 au début. Et en réalité, non, je comprends pourquoi on ne l'avait pas senti venir, parce que j'avais posé une question sur est-ce que le fromage fond au frigo un modèle comme Bloom, et la réponse qui avait été générée, elle était très bien, hein, sémantiquement, la phrase était correcte, un sujet, un verbe, un complément. Par contre, la phrase c'était oui, le fromage fond au frigo parce que le point de fonte, c'était dit comme ça, est supérieur à la température du frigo. Voilà. Donc il y avait quand même des limites, il y en a beaucoup moins de nos jours. Je vais y revenir juste après, mais en tout cas, juste pour quelques stats sur à quel point on en parle beaucoup, et justement c'est devenu finalement grand public. J'ai repris quelques autres termes techniques qu'on connaît bien et dont on parle nous assez régulièrement. Le metaverse, les NFT qui était le plus gros pic juste avant. Le cloud qui est plutôt stable, et puis là la pointe ChatGPT, alors les stats elles datent là de mai, hein, si je dis pas de bêtises, donc ça continue de monter, et ça continue de monter jusqu'à même vouloir taquiner le Bitcoin. Peut-être que ça dépassera pendant l'été, à voir. En tout cas, plus il y a d'usages, plus il y a de startups qui se créent autour de ce sujet, plus il y a de fonds qui sont investis, et je pense que là les dernières annonces même de Macron récemment, plus on continue à en parler. Mais je vous rassure quand même, et c'est la dernière slide avec des chiffres, hein, j'ai promis de ne pas faire un truc marketing, donc je vous rassure, j'arrête les Google Trends même si j'aime ça. Là c'est finalement c'est un terme qui n'est pas tech. En général, au vu des dates, les gens le trouvent assez vite. Donc c'est un truc qui a légèrement chamboulé notre vie à tous pendant un petit temps. Visiblement, il y avait des confinements, des trucs comme ça. C'était bien évidemment le Covid. Et par contre, la bonne nouvelle, enfin je sais pas, mais en tout cas pour moi, je trouve que c'est quand même une bonne nouvelle, c'est qu'on parle plus maintenant de ChatGPT que du Covid. Voilà, pour la petite anecdote. Qu'est-ce que c'est mini définition, puisque c'est devenu un mot sopalin, on s'en sert pour tout n'importe quoi. On dit ChatGPT peut faire ça, ChatGPT peut faire ça. Le modèle ChatGPT, non, c'est pas un modèle, finalement c'est une application web qui tourne sur des modèles d'OpenAI. Au début, les modèles de la série 3.5, ensuite ça a évolué. Donc ça reste une web app, ça reste un nom générique pour un outil, mais non pas un modèle. Et quand on s'en sert, pour ceux qui ont déjà fait joujou, on a tous fait le même constat au début, c'est-à-dire on trouve que c'est ultra impressionnant, même sur des sujets assez farfelus. Je l'ai gardé volontairement. C'est une slide d'un collègue à moi à Lino qui n'a pas du tout mon âge et qui du coup écoute beaucoup de chansons de Daniel Guichard. Et donc quand on discutait de ça, je lui ai dit mais moi je pourrais jamais reprendre tes slides parce que je vous avoue tous, je ne connais pas Daniel Guichard, j'ai toujours pas écouté une seule chanson. Et donc je lui dis mais comment tu veux que je parle de Daniel Guichard? Et en fait je suis le bon contre-exemple parce que quand on creuse, même si tout ce qui est généré est plutôt pas mal, c'est comme Bloom à l'époque, hein, sujet, complément, les phrases sont bien, il y a même une gestion de contexte, chose qui n'existait pas trop sur les bots jusqu'à présent. Le donne-moi-en une autre, c'était un bon moyen de tuer tous les bots. Hein. La première c'était que sais-tu faire, la seconde c'est donne-moi-en une autre. Et en général, on avait fini, ou ensuite c'était la négation. La négation, ça marchait très bien sur les moteurs de NLP, c'est-à-dire que les bots ne comprenaient rien et on tombait sur un je n'ai pas compris. Là, pour le coup, on a des modèles, des LLM, des large language models, qui ont cette capacité de gérer le contexte de manière plus fine, alors de manière finalement relativement bête et méchante, hein, c'est ni plus ni moins que lui repasser à chaque fois que vous posez une nouvelle question, tous les échanges, un nombre défini d'échanges précédents, à chaque fois que vous allez le requêter. Donc en fait, quand vous lui posez une question et qu'il vous répond, et que vous lui demandez donne-moi-en une autre, en réalité ce que le modèle reçoit ce n'est pas donne-moi-en une autre, mais c'est donne-moi une chanson de Daniel Guichard, toute la réponse qui est générée, donne-moi-en une autre. Donc en fait le contexte est géré à peu près de cette manière-là, pour la faire simple. Et donc pourquoi je suis le bon exemple? Parce que quand on creuse un petit peu, ceux dans la salle qui sont fans de Daniel Guichard, j'espère qu'il y en a, auront reconnu qu'en réalité tout était faux, que ce soit les dates, les paroles. Alors il y a des choses qui sont vraies, les débuts des paroles peuvent être vrais, mais le refrain était pas bon, c'est vrai pour la seconde chanson qui avait été évoquée. Et moi qui suis néophyte, je m'en étais pas rendu compte. Donc si je m'en sers, c'est un petit parallèle, si je m'en sers comme moteur de recherche et que je fais une confiance intégrale à ce qui est généré, en réalité je risque de raconter n'importe quoi. Ce que je vous dis là, ça marche pour le code, ça marche pour ce que vous voulez, ça marche pour tout, hein. C'est juste le phénomène de base d'hallucination
qui fait que ça a une tendance à générer des choses qui sont vraisemblables, mais pas vraies. Alors sans rentrer trop dans le détail sur pourquoi les mécanismes d'attention, les LLM qui sont basés sur des architectures de transformers et qui du coup, grâce aux mécanismes d'attention, sont capables de faire de la prédiction, si on le caricature, c'est un gros texte à trous avec une ingénierie quand même un peu plus costaud que ça, mais qui marche sur un gros volume de données. Mais comme disait, alors c'était Yann Lequin, je crois qu'il disait ça au début, vers janvier, février, c'est pas de la rocket science, donc en réalité c'est vrai. Par contre, la force, c'est de l'avoir rendu tout public et d'être allé jusqu'au bout du phénomène de toujours plus de data, toujours plus de qualité de data. Maintenant, c'est la nouvelle mode avec les modèles comme Lima et de la boucle de renforcement humain, du Reinforcement Learning from Human Feedback, du RLHF, qui a été fait dans X pays du tiers-monde pour venir modérer chacune des réponses et limiter, in fine, ce phénomène d'hallucination. Mais donc pas de conscience, là j'ai de la chance, c'est que dans la salle on a des personnes qui savent ce que c'est de la data, qui savent normalement comment fonctionne un modèle d'IA et toutes les logiques de statistiques et de probabilité autour de tout ça, qui normalement vont pas me dire est-ce qu'il y a une conscience, mais bon, j'ai déjà eu ce genre de questions. J'y réponds tout simplement par la petite histoire de la chambre chinoise, je sais pas si vous la connaissez, alors il existe de différentes versions, la version que je donne c'est vous prenez une personne qui parle pas mandarin, vous l'enfermez dans une chambre, sur lequel il y a tout autour de lui, sur les murs, des écritures en mandarin, il y a des bouquins, il y a pas mal de matière en mandarin. Bon, lui, il parle pas du tout un mot, il comprend même pas l'alphabet. Et on lui dit qu'il sortira de cette chambre à partir du moment où il sera capable de répondre à une série de questions posées en mandarin. Donc la première fois qu'on lui pose une question, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder les symboles, il va se dire qu'est-ce que ça veut dire, mais je vois que dans ce livre-là, dans 4 livres sur les 5 livres que j'ai vus, finalement, à chaque fois, après ces 3 symboles, il y avait ces 2 nouveaux symboles qui sortaient. Voilà, donc probabilistiquement, j'imagine que c'est plutôt ces symboles-là qu'il faut noter. Et puis, il va renvoyer la feuille. Si c'était pas ça, on va lui dire, bah non, en fait, c'était plutôt ça. Et là, on a une boucle de renforcement qui se fait. Et puis, à la toute fin, il sort de sa chambre. En fait, vous avez mis ChatGPT dans la liberté. Grosso modo, voilà, pour le mécanisme de conscience, sans rentrer trop dans les détails. Au-delà de ça, d'autres soucis pour ceux qui l'utilisent dans leur quotidien et dans des contextes d'entreprise, d'autres petits éléments à rappeler sur la sécurité, sur tout ce qu'on a pu voir. Faut quand même se dire que c'est marqué noir sur blanc dans les contrats d'utilisation quand tu utilises ChatGPT d'OpenAI, que tes données vont être utilisées pour entraîner les modèles. Enfin, c'est le propos de base de la société. C'est gratuit, c'est toi le produit, pardon, on le connaît tous. Et donc, eux se servent de tes questions et des prompts générés pour venir entraîner les modèles. Donc, c'est finalement pas la cible. Et le propos chez Inetum, ce que nous on a fait, c'est qu'on a rappelé que tout ce qui n'était pas explicitement autorisé était interdit et donc que ChatGPT d'OpenAI était interdit. Par contre, on a aussi tenu ce discours-là que c'était pas la cible, mais qu'il y avait des alternatives. Première alternative du nom, c'est finalement là tous les modèles qu'on voit d'OpenAI, ils ont été repackagés par des personnes qui sont à l'heure actuelle quand même des génies dans les GAFAM qui sont Microsoft, Azure avec le partenariat exclusif de revente des modèles OpenAI. Petit coup de pub. Donc vous pouvez utiliser, si vous voulez vous servir d'un GPT 3.5 ou d'un GPT 4, vous pouvez utiliser les mêmes modèles en passant par Azure sur des services Azure OpenAI. Et après, bon, à vous ou non de faire confiance aux services cognitifs d'un cloud provider américain. Ce que je dis est vrai pour Azure, mais maintenant on l'a aussi sur Google avec du Lambda, du Palm 2 là, qui est sorti assez récemment, du Kodi pour le code chez Google. On a la même chose chez IBM, on a la même chose chez Amazon, tout le monde s'y est un peu mis. Donc vous avez finalement l'ensemble des cloud providers qui fournissent maintenant une alternative à usage plutôt professionnel et non pas grand public sur des IA génératives textuelles, principalement textuelles je dirais. Et après vous avez la communauté open source. Donc nous on a pas mal testé par exemple du Open Assistant, on a testé du Dolly qui est le LLM qui a été fait par Databricks et qui est basé sur un modèle qui est Pythia, Pythia qui est fait par ELTR AI, pour ceux que ça intéresse vous pourrez aller creuser. Et donc oui, la communauté open source grandit, beaucoup ont travaillé sur les modèles de Meta au départ, les modèles de Llama qui ont été déclinés en X versions, fine-tunés plusieurs fois. Et donc ensuite, on a trouvé des koalas, on a trouvé on a trouvé du alpaca, c'était le premier fine-tuning qui était devenu célèbre. Donc pas mal d'alternatives open source. Attention par contre derrière à l'utilisation de ces modèles dans un contexte professionnel, puisque pareil, la plupart sont couverts par des licences particulières, les poids sont pas forcément toujours réutilisables. Donc en réalité, c'est open source, mais pas toujours à 100%.
Là où pour l'instant, l'alternative qu'on a trouvé qui marche plutôt bien, c'est Pythia, puisque Pythia c'est une licence Apache 2, donc il n'y a vraiment pas de restriction, même utilisation commerciale. Et Pythia a été ensuite décliné et fine-tuné dans du Open Assistant, dans du Dolly, et maintenant il y a même Falcon là, qui tombe aussi dans du Open Assistant. Ça continue de grandir, hein. L'avantage c'est que maintenant c'est plutôt à la maille de la semaine et plus à la maille de la journée comme il y a encore quelques mois de ça. Donc on arrive un peu plus à dormir la nuit en suivant quand même ce qui sort et les dernières avancées technologiques. Par contre, quel que soit le modèle, hein, on a toujours le même problème, le même phénomène d'hallucination. Donc il y a toujours du travail à faire là-dessus, que ce soit toujours par renforcement humain ou alors en trouvant des mécanismes autour du LLM, du Large Language Model. Donc c'est ces modèles que je viens d'évoquer. Et après, il y a le sujet aussi de la contextualisation. Je prends un exemple parce que nous on travaille beaucoup avec le département ressources humaines chez Inetom. Quand je veux poser une question sur combien de jours de congé j'ai le droit je sais pas, pour un mariage, c'est l'été, on va prendre quelque chose de joyeux pour un mariage, je veux qu'on me donne les jours de congé auxquels j'ai le droit dans le contexte Inetom, notre convention collective et puis notre contrat de travail, quoi. Je veux pas qu'on me donne une réponse qui est juste celle qu'on pourrait trouver dans le dataset standard d'un modèle comme GPT-4. Donc comment je viens contextualiser cette réponse pour être capable d'apporter une réponse qui soit spécifique à mon entreprise. On y reviendra et c'est là où on pourra dire d'autres gros mots, d'autres buzzwords comme le prompt engineering. Pour répondre à quel usage, une mini overview, finalement on a réduit ça à 3 grands usages techniques, plutôt de la recherche d'informations, de la création d'informations, donc tout ce qui va tourner autour de la génération. La recherche d'informations, c'est le cas que je viens d'évoquer par exemple sur le nombre de jours de congé. Je vais aller chercher l'information dans une base de connaissances chez nous, comme je l'aurais fait avec un moteur de recherche. Et la différence, c'est que je peux venir rephraser, je peux venir faire une réponse qui soit conversationnelle et en plus gérer le contexte. Et l'analyse sémantique, tout ce qu'on faisait jusqu'à présent avec des modèles de NLP, avec de la reconnaissance d'entités nommées, du NER, tout ce qu'on faisait avec ces approches plus standards de transformer, comme un LLM reste un transformer, on peut faire toujours ce genre de cas d'usage, avec l'avantage de ne pas forcément avoir besoin d'entraîner un modèle pour le faire, parce que quand on voulait faire par exemple avec des modèles de NER, quand on voulait extraire des montants, des dates dans un compte-rendu de conseillers commerciaux, c'est un cas qu'on a, et tous les événements projets, c'est-à-dire le client est venu me voir parce que il va se marier, voilà, justement on va rester sur le même exemple, il va se marier donc il a besoin d'un crédit à la consommation et ainsi de suite. Tous ces événements projets, c'est des choses qu'on peut extraire de nos jours en faisant un peu de NER. Et jusqu'à présent, on entraînait un modèle à le faire en lui montrant justement, en venant taguer sur chacun des items du texte ce que c'était, ce qui était un événement de projet, plusieurs fois, on entraîne un modèle et après on est capable de répliquer. L'avantage, c'est que là, on appelle du zero-shot learning, hein, sans même avoir donné un seul exemple, on a des modèles qui sont capables de faire du NER parce que en fait, ils ont déjà vu plein de fois ce genre d'exemple, parce qu'on parle de petits modèles avec juste quelques centaines de milliards de paramètres. Voilà. 3 cas d'usage, en réalité c'est faux le 4e, mais je ne considère pas ça comme une catégorie d'usage, c'est la dimension conversationnelle, parce que tout ce que je vous ai dit avant, que ce soit la recherche d'infos, la création d'infos, l'analyse sémantique, vous pouvez le faire de manière relativement statique, un one-shot dans un applicatif, dans un système d'information en particulier, ou alors vous pouvez le faire sous la forme d'un agent conversationnel, vous allez rajouter finalement cette gestion de contexte pour être capable de faire quelque chose en cascade. Donc combien de jours de congé, ok d'accord, mais est-ce que j'ai le droit en plus à une subvention? Là vous avez une logique conversationnelle qui permet d'aller toujours plus loin sur le cas d'usage. Pareil pour la création d'informations et l'analyse sémantique. J'ai pris quelques petits exemples, alors on n'y verra peut-être pas super bien, mais après je vous montrerai en live, ça sera plus parlant et je pourrai zoomer. Là j'avais pris un premier exemple de cas d'usage sur lequel on avait travaillé qui était de l'analyse de commentaires avec juste un résumé. Donc là le commentaire que j'avais pris c'était avec l'hôtel de ville puisque j'étais à Montpellier il y a 2 jours et donc on avait pris le premier commentaire sur l'hôtel de ville. On a demandé simplement avec un prompt qu'on a sur le côté qui était analyse de commentaires, généralement un résumé, fait une analyse de polarité, donc négatif, neutre, positif, et affiche-moi le tout, quoi, grosso modo. Le prompt système c'était ça, ce qu'on a demandé au modèle comme consigne c'était ça au départ, et ensuite on lui pose le commentaire dans une conversation, et on a un résumé qui tient la route, parce que là pour le coup c'est ce que racontait le commentaire. Là c'était avec un modèle, c'était un GPT-4, généralement un message de réponse, là le LLM il est fait pour ça, il est fait pour générer du texte, donc il est très content, il génère un message de réponse qui est basé sur ce que tu... Et là l'IHM que vous voyez c'est notre bac à sable de test qu'on a développé côté direction de l'INO et qu'on déploie là petit à petit dans l'intégralité du groupe, donc pour les 27 000 collaborateurs du groupe.
en bouche à oreille, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait de communication top-down là pour le coup. Volontairement, j'ai voulu juste laisser le lien se balader et je regarde les stats d'usage justement de jour en jour pour voir si on a une habitude qui se crée et si on dépasse cette phase d'early adopters, parce que pour l'instant les personnes qui sont venues me voir sont plutôt quand même des personnes qui avaient l'habitude d'utiliser ChatGPT au quotidien. Comme on l'a bloqué, bah forcément ils n'avaient plus trop d'alternatives ou ils faisaient ça en partage de connexion ou sur un téléphone ou sur un PC à côté. Donc revenez nous voir en disant ah vous avez une alternative, oui bah, on a une plateforme, donc là c'est des modèles d'Azure. Demain on se veut agnostique, l'archive de la plateforme se veut agnostique, donc on rajoutera les modèles de Google dès qu'on aura les derniers accès. On va pouvoir tester Palm 2 bientôt, enfin, en tout cas on a vu ça, pardon. Et après des modèles open source, on a déjà testé, donc je le disais, du Open Assistant, on l'a juste pas pour repackager dans cette nouvelle IHM. Donc un autre cas d'usage après qui est un peu plus costaud, je vous ai mis le prompt, mais on reste toujours sur quelque chose où on n'a rien fait de plus que travailler un prompt système, hein. Donc ce que fait ce nouveau buzzword du prompt engineer, on s'est creusé 2 secondes la tête pour se dire comment je fais un bot qui va m'aider à créer un ticket. Ça peut être un ticket de support, un ticket pour un CRM. Dans l'occurrence, j'ai pris un exemple tout bête qui était un problème de clavier. Je me suis vraiment pas foulé. Le fait est que j'avais fait un prompt système qui disait en gros tu boucles jusqu'à obtenir toutes les infos dont on a besoin. On a besoin d'un libellé, on a besoin d'une description, on a besoin d'une date. J'ai spécifié des formats de date pour m'assurer que la date ne soit pas postérieure. Et j'ai dit qu'à la fin tu me générais un JSON. Juste une petite question sur le fait que vous ayez bloqué ChatGPT, donc c'est bien pour des raisons de hosting. En fait, vous souhaitiez avoir un serveur dédié à votre entreprise pour pouvoir l'utiliser dans le même cadre. Oui, et que ce soit pas OpenAI. Donc nos données d'entreprise partent pas chez OpenAI. Là où pour le coup on utilise, dans un premier temps, je disais les services Azure qu'on a hébergés sur les data centers Azure France. C'est les mêmes pricing sur Azure, c'est les mêmes pricing que chez OpenAI. La dernière fois que j'avais regardé, c'était les mêmes, ils n'ont pas de marge, en plus. C'est à la requête, c'est pas forcément. Ah oui, par contre, c'est à la requête, oui. C'est à la requête, c'est pour 1000 tokens. Donc un token étant équivalent à 3 à 4 caractères, on peut considérer ça comme un mot, grosso modo, si on tire un trait. Voilà. Et c'est un pricing qui est, alors je sais plus, ça se compte, c'est un dixième de centime à peu près pour 1000 tokens. Ça dépend du modèle, GPT 3.5 étant 15 fois moins cher. 10 à 15 fois moins cher que GPT-4. Parce que moi je pensais que du coup c'était une location de machine, etc. Non, c'est pas. Non, on l'utilise en mode as a service, API as a service pour l'instant. Ouais, sur du Azure, par contre sur des modèles comme j'ai évoqué d'Open Assistant, là on l'héberge effectivement. Là on est dans une logique vraiment où on a une couche d'infrastructure, on a un Kubernetes avec une A100 dessus. Donc c'est une machine relativement énervée pour ceux qui connaissent, avec 80 Go de VRAM. Et un Open Assistant nécessite à peu près 40 Go, on utilise la moitié de la VRAM pour le faire tourner. Et là, oui, on a un peu d'infrastructure pour l'usage. Et donc, ce cas-là, où en fait, à la fin, je fais une discussion, je pose mes différents items, mon libellé, ma description, la date. Volontairement, je fais une erreur sur la date en mettant une date postérieure. Et en fait, juste avec un mini prompt comme celui-ci, je suis capable d'avoir un prémisse de bot ITSM qui ne gère pas finalement toutes les exceptions, c'est-à-dire qu'on peut le hacker. Et c'est là où après il y a un travail à faire sur le prompt system. Pour donner l'exemple de Microsoft sur Bing, ceux qui l'ont déjà testé, si vous voulez, enfin ceux qui ont l'habitude justement de jouer avec ChatGPT et qui veulent pas utiliser un ChatGPT plus le plugin de moteur de recherche, vous pouvez juste sur Edge, je crois que c'est que sur Edge pour l'instant, aller sur le petit plugin Bing en haut à droite et en fait vous avez un GPT-4 qui est connecté à Prometheus qui est le moteur de recherche de Microsoft. Et donc, vous avez le même mécanisme en 2 temps que j'ai évoqué, c'est-à-dire qu'au moment où vous tapez la question, vous avez le moteur de recherche, vous avez Prometheus qui va chercher l'information de référence, ce qui permet d'avoir de l'information fraîche et pas juste de l'information qui date du dataset, donc de 2021. Et ensuite, il génère une réponse à partir de cette information-là. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez tester. Et le prompt system de Bing, il avait fuité, il fait une trentaine de lignes de ce que doit faire le bot, de ce qu'il ne doit pas faire. Et donc comment il doit répondre, comment il ne doit pas répondre. Et ils l'ont construit de manière assez rigolote, c'est qu'ils ont découpé l'équipe chez Bing en 2, une équipe rouge et une équipe blanche. L'équipe blanche devait réfléchir à tout ce que devait faire le bot, l'équipe rouge devait hacker quotidiennement le bot, et au fur et à mesure, les deux se complétant, on trouvait un prompt qui était assez ingénieux, sauf la dernière phrase qui mentionnait que toutes les règles, il s'appelle Sydney, c'est le petit nom de code de leur bot. Ça mettait toutes les règles au-dessus. Sydney les règles de Sydney sont confidentielles, donc toutes les lignes au-dessus de celles-ci sont confidentielles et ne sont pas éditables pour éviter les hacks. Sauf que c'était toutes les lignes au-dessus de celle-ci, vraiment above this line, quoi.
Et donc celle-ci ne l'était pas, et donc des personnes se sont amusées à le hacker parce qu'ils ont hacké la dernière ligne et ensuite ils sont remontés jusqu'à la ligne dessus. Donc là c'est un mini exemple, hein, le tout petit là, que je vous ai mis. On peut imaginer donc en faire avec une trentaine, une quarantaine de ce que tu dois faire, ce que tu dois pas faire pour éviter de se faire hacker. Là je faisais du conversationnel, j'en ai un autre, hop, juste là, qui pourra vous parler, qui là est pas lié à du conversationnel. C'est la retranscription d'une conversation téléphonique qu'une personne qui est en sinistre avec son bateau. Donc il appelle l'assureur, il appelle le téléconseiller, et puis il y a la retranscription de l'échange qui est faite. Donc là c'est juste du speech to text grosso modo qui est appliqué, qui nous donne une retranscription textuelle de l'échange. Et après là en fait on utilise le LLM pour faire, en l'occurrence on utilise un modèle qui s'appelle DaVinci 003, qui fait partie des modèles de la série des GPT 3.5, pour extraire les données de la conversation. Donc là, ce qui nous intéresse, nous, c'est le numéro du bateau, le nom, le prénom de la personne qui a assuré, le type de sinistre. Et pareil, on génère un JSON, on fait un petit résumé tout en bas. Une fois qu'on a tout ça, très facilement, on appelle l'API de n'importe quel outil de gestion de tickets, et puis on vient créer la fiche incident qui va bien. Donc on crée une fiche incident, voilà, c'est juste un front, aussi simple que ça. Et derrière, on peut se dire, j'ai toutes les infos, maintenant qu'est-ce que je peux faire avec ces infos-là ? Sachant que le but à la fin c'est de dire qu'on a bien pris en compte le problème, l'incident. Donc la fin c'est que l'opérateur il doit envoyer un mail de bonne prise en compte. Donc en fait pourquoi pas aller jusqu'au bout et générer le mail de confirmation. Voilà. Et ça, la stack technique en dessous finalement c'est simplement des appels à un modèle, à un LLM. En l'occurrence là je le disais DaVinci 003. Avec un prompt différent. Le premier prompt, et du speech to text au début, donc du speech to text pour faire la retranscription de la conversation. Et ensuite, une fois qu'on a ça, le premier prompt, ça va être extrais-moi les infos, et sous ce format-là, en format JSON. Et le second prompt, ça va être à partir des infos du JSON ci-dessous, généralement un mail. Et après, on peut même aller un peu plus loin. Là, on avait fait un mail qui était dont l'émotion ressentie, exprimée dans le mail devait être l'émotion inverse de celle qui avait été ressentie dans la conversation. C'est-à-dire que si la personne est effrayée, il faut que nous, notre mail soit rassurant. Voilà, pour la faire simple. Donc c'est un des exemples qu'on a mis à place. Après, on en a mis pas mal d'autres. Je vois que je cours après le temps, donc je vais conclure là-dessus en disant qu'en fait, au-delà de ça, nous, la stratégie qu'on a employée, c'est pour l'instant un outil qui est l'outil Playground que je vous ai montré là avec les quelques petites captures d'écran et la vidéo, sur lequel on le diffuse au fur et à mesure avec l'objectif que l'outil soit générique, qu'il fasse en réalité comme ChatGPT mais en respectant un peu plus notre politique de privacy d'entreprise, mais qu'on laisse les métiers jouer avec. Quand je dis métier, je discute avec des personnes côté juridique chez nous qui me disent comment je peux m'en servir pour poser des questions sur un contrat du genre est-ce qu'on a la propriété intellectuelle ou pas. Donc on peut finalement grâce à ce genre d'outil faire ça. Et le second outil qu'on a développé aussi, c'est, là techniquement parlant, il n'y a rien de plus pareil que des appels LLM, c'est ce qu'on appelle un hands-on lab. Donc c'est un outil d'acculturation assez techno où tout ce que je viens de vous dire, grosso modo, on l'a mis dans un outil et on le met à disposition des personnes qui n'ont jamais trop joué avec ce genre de technologie pour déjà leur montrer comment ça réagit avec des exemples tout bêtes. C'est-à-dire qu'on montre le prompt engineering sous contrainte avec un exemple très difficile qui est « donne-moi une recette de tarte aux pommes ». La première contrainte est une recette de tarte aux pommes sans beurre, la seconde est une recette de tarte aux pommes sans beurre et sans cuisson au four traditionnel. Donc c'est des exemples comme ça, tout simple, mais qui en réalité permettent à des personnes chez nous qui ne sont pas technophiles d'appréhender le fait que oui, ce genre de modèle, quand tu lui donnes des contraintes, il est capable de le prendre en considération et de réagir de manière différente. Et je finirai sur cette mini vidéo sur le prompt engineering et sur finalement l'état des lieux auxquels on en est en ce moment avec les LLM. C'est qu'en réalité, on est au début, on commence à s'en servir, on voit plein d'usages. Et là, c'est la personne dans les mains, en fait, elle a un iPad. Et donc, effectivement, avec les LLM, au même titre qu'avec un iPad, on peut faire la vaisselle. Mais c'est peut-être pas l'usage optimal. Donc, pour l'instant, on essaye un peu tout. Et puis, un jour, on se rendra compte qu'un LLM, ça finit pas dans le lave-vaisselle, mais qu'on va peut-être automatiser certaines activités. On va peut-être aider le conseiller que j'évoquais là, d'assurance à générer son bon mail de prise en compte plus rapidement, sa fiche incident pour éviter de le faire une fois qu'il a raccroché au téléphone. Et comme ça, il peut se concentrer sur un autre client et ou aller prendre une pause en fait tout simplement. Voilà, merci. Je ne sais pas si d'habitude vous prenez les questions entre deux ou si on fait les questions après autour d'une bière. Ouais, ok, s'il y a des questions. J'ai dit bière, j'espère qu'il y a des bières. Oui, oui. J'ai peur. Oui. Comment
comment est-ce que vous faites, là avec l'exemple par exemple pour extraire les informations et générer une fiche d'incident, demain il y a la direction qui dit bah c'est bien, ça marche à 90%, on a besoin que ça marche à 95%. Et comment vous faites pour l'améliorer et est-ce que vous avez déjà mis en place le fine-tuning? Alors, fine-tuning, on est en train de mettre en place sur des modèles comme Open Assistant parce que là on a même des soucis sur la langue, c'est-à-dire qu'en français le modèle ayant, je crois que c'est 7% de son dataset qui est en français, donc on a quand même des soucis de nombre d'exemples sur des modèles open source, c'est la vraie limite à l'heure actuelle en français. Donc là on regarde du fine-tuning à minima pour avoir plus de données en fait en français. Sur les gros modèles on n'a pas eu besoin parce qu'on joue sur ce mécanisme en deux temps en fait avec juste de l'embedding au départ. Je vais chercher l'information de référence, j'obtiens en fait un score de similarité qui me dit que l'information de référence c'est celle-ci à tant de pourcents, à 95%. Et ensuite quand j'appelle le LLM, je lui donne l'info de référence sur laquelle elle doit s'appuyer. Donc là l'exemple de côté RH par exemple, la seule chose qu'on fait en deux temps c'est d'aller regarder dans notre base de doc RH, trouver l'endroit où on dit le nombre de jours de congé en cas de mariage. On voit qu'il y a tout un paragraphe, c'est ce qu'on appelle un chunk, en fait un paragraphe de texte dans lequel il y a marqué que c'est 3 jours, je crois que c'est 3 jours. Et ensuite, on appelle le LLM en lui disant bah, tiens, en t'inspirant du contexte ci-dessous, merci de générer une réponse conversationnelle. Et là, on obtient un résultat. Par contre, si ce résultat il est faux ou qu'il est vrai dans 95% du temps, comment on peut travailler là-dessus? On travaille sur de la similarité a posteriori. C'est-à-dire qu'avant d'afficher la réponse générée à l'utilisateur, ou d'afficher ce qu'on considère comme le résultat final, en fait, on vient comparer la réponse qui a été générée avec la connaissance d'origine, qui nous sert de connaissance vraiment de référence. Et là, on obtient un nouveau score de similarité. Et comme grosso modo, dans ces cas-là, le LLM fait du paraphrasing de cette connaissance de référence, on est censé avoir un score de similarité qui est beaucoup plus fort, en général entre 80 et 95%. Et après, on verra, bah, demain, on commence... nous, on faisait du MLOps sur les projets de machine learning. Là, on commence à faire du LLMOps. Voilà, c'est la nouvelle tendance. Ouais. Moi j'ai une question sur comment tu fais pour mesurer et pour tenir compte du fait, parce que par exemple là tu as un modèle qui te génère ta fiche de prise en compte de l'instrument avec la date de lieu, enfin ouais, plein de trucs à faire. Comment tu fais pour savoir quand ça foire? Comment tu fais pour monitorer ça? Est-ce que tu as des métriques? Comment tu mets en place? Parce qu'il peut se passer longtemps avant qu'un client se plaigne que en fait ok tu as fait une prise en compte, elle a été automatisée, mais en fait c'était pas ça qu'il voulait dire. En fait, on couple, pour l'instant, tous les déclinaisons applicatives qu'on a fait, on l'a couplé avec, pour le coup, une règle de gestion souvent toute bête. C'est-à-dire que si tu as, toi, un référentiel, je prends l'exemple là par exemple, le numéro du bateau. Si tu as, toi, une base référentielle avec tous les numéros de bateau, le propos, c'est qu'au moment où tu as récupéré le JSON d'extraction à la fin, en fait, avant de considérer que tu closes ton ticket, tu vas vérifier de manière purement déterministe, en fait, bête et méchante, tu vas vérifier que c'est bien le bon numéro de bateau, et sinon tu reboucles. Et donc, je vois pas en fait d'appli, là c'est un exemple effectivement simplissime qui marche dans le cas nominal, où ton prompt il est là, et puis tout va bien se passer, à la fin tu as ton JSON qui est juste. Non, dans la réalité, ce JSON, tu vas venir challenger chacun des champs, d'abord avec pour le coup, là tu fais juste des requêtes BD relationnelles, tu viens vérifier ce que tu as, tu as une référence, une base de référence à côté, et puis tu reboucles sur chacun des items qui sont faux. Et après, sinon, un autre moyen de le faire dans beaucoup plus de cas d'usage de manière générique, c'est de mettre en place, comme on va le faire là sur l'appli, un système de feedback, en fait, de continuer cette logique de reinforcement learning. Tu mets un système de feedback sur la réponse, et puis au fur et à mesure, quand tu reçois un feedback négatif avec un commentaire, en fait, tu viens pondérer, justement, tu fais ton dataset qui te servira demain à fine-tuner ces modèles-là, et qui, eux, seront pondérés avec les bonnes et les mauvaises réponses. Merci beaucoup. Si y en a pas d'autres, moi j'en ai d'autres. Je ne vais pas la parole, mais deuxième question, est-ce que vous avez étudié déjà un peu un comparatif en termes de ROI, c'est-à-dire avant-après? Il y avait les mecs, ils étaient là, tu parles du conseiller qui pouvait se barrer faire une pause sur l'automatisation du travail. Lui, il coûte tant à la société parce qu'il a un taux horaire, donc on peut le calculer. Versus, toi, il y a des coûts de déploiement et de maintenance, tu parles de LLMOps, et plus ton coût de requêtage. Est-ce que vous avez déjà fait une étude sur un use case en particulier où
Pas à l'échelle, je dirais que pour l'instant, nous, et je pense que la plupart des entreprises avec qui on discute de ça, et puis même comme on a des partenariats avec Microsoft, avec Google, on le voit quand on discute à trois, donc l'éditeur, nous en tant qu'intégrateur, et puis le client en face, je pense qu'on commence à avoir tous le même niveau de maturité. Là, on est plus au stade du MVP, donc on a fait, nous, la première étape, on l'a focalisé sur ce qu'on a appelé le projet AI for Code chez nous, donc comment on utilise ces outils-là pour le développement applicatif, puisque c'est quand même le gros d'une ESN. Donc c'est là où pour nous, en tant que ESN, on voyait le plus gros ROI, mais en interne, mais après forcément de manière directe pour nos clients. Et là, la première chose qu'on a fait pour calculer déjà ce ROI, c'est de faire juste des stats théoriques sur des exos tout bêtes, genre fais-moi une fonction de triabule, enfin vraiment des exos théoriques, mais de le faire avec des personnes de chez nous, juste pour challenger les stats théoriques qu'on voit soit sur les papiers de recherche sur l'Arcib, soit encore mieux les papiers qui sont sortis par Microsoft sur les stats de Copilot. Donc on voulait challenger ça. En réalité, on tombe pas trop loin en termes de pourcentage de temps gagné par rapport aux stats théoriques de Copilot. Ils n'ont pas trop surestimé. Par contre, c'est vrai pour, nous on l'a vu, on l'a fait avec un pool de personnes qui se sont montrées volontaires. C'est vrai pour des early adopters qui en réalité utilisent déjà bien ce genre d'outils. Au même titre que ces mecs-là, ils étaient capables d'aller poser une question sur Stack Overflow et de trouver une réponse. Et donc là, on est en train de passer à l'échelle de cette étape en fait de pilote déjà, et de voir chez nous, par exemple, sur tout un projet de TMA où tu as 50 personnes qui travaillent pour un client, est-ce que cette stat de oui, tu gagnes 45% de ton temps en efficacité de développement, est-ce qu'elle est vraie pour les 50 personnes? Et ça, on veut le challenger, et là, on est en plein, donc j'ai pas encore les stats. On veut le challenger parce qu'en fait, ça reste un outil. Donc il y a des gens qui vont s'en servir, il y en a qui vont pas s'en servir, il y en a qui vont s'en servir bien. Et une fois qu'on l'aura fait sur un pilote, il nous reste le fait de le généraliser. Et ce qui est vrai pour peut-être une TMA qui se passerait bien sur 50 personnes, mais dans un contexte particulier, sur lequel on pourrait utiliser par exemple des technos Azure qui pour l'instant sont grosso modo state of the art, ce sera peut-être pas vrai sur un client qui est dans un contexte de défense sur lequel il faudra un LLM 100% on-prem chez toi sur ta machine, et qui lui sera peut-être moins performant parce qu'il n'a pas l'intégralité de GitHub comme base d'exemple. Donc on est au stade de pilote, et quand j'aurai plus de stats, au plaisir pour les partager. Pas d'autres questions et pas d'autres questions de ta part? Super. Pour repartir encore sur la législation. Et du coup, si vous avez vraiment choisi Azure, et finalement c'est les mêmes modèles dans ChatGPT, dans ChatGPT, dans OpenAI, ouais. C'est vraiment parce que dans leurs conditions d'utilisation, ils n'utilisent pas votre donnée. Oui, et après ils gardent un droit de regard, mais comme tous les cloud providers américains, pour vérifier que tu ne violes pas le Patriot Act. Donc ils ne regardent pas tes données, mais ils jettent un coup d'œil quand même. Après, on n'a pas choisi que Azure. C'est-à-dire que nous, on se veut volontairement agnostique. Après, on a des partenariats avec tous les cloud providers en tant que SN. Disons que quand on a vu, ça s'est passé comme ça, si je refais l'historique, on a vu des gens commencer à utiliser ChatGPT, on s'est rendu compte que ça allait très vite prendre. On s'est dit, qu'est-ce qu'on donne en plateforme alternative? On a testé le monde de l'open source, on a vu que ça marchait à peu près bien en anglais. Dans 7 cas sur 10, c'était médiocre, voilà. Et qu'en français, fallait pas compter dessus. Donc on s'est dit, quelle alternative est utilisable là, dès demain, dès maintenant, la semaine prochaine et pas dans 2 mois, mais de manière un peu plus cloisonnée pour un usage professionnel. Et là, il n'y avait que Azure qui répondait, donc, parce que justement, ils avaient les modèles OpenAI. Donc on a commencé à baser notre outillage sur Azure. Maintenant, l'open source étant quand même bien développé, on creuse. Là, on est en train de creuser Falcon, qui est le dernier modèle qui a été développé par un groupe de chercheurs à Abu Dhabi, si je ne dis pas de bêtises. Donc là, on creuse aussi. Dans l'objectif, nous, derrière, c'est une drop-down list, notre liste des modèles. Donc demain, moi, ce que je veux, c'est qu'on puisse faire GPT-4, GPT-3.5, Bard, Falcon, Titan, c'est pas Titan aussi, c'est Titan côté Bedrock côté Amazon. Et par contre, ce qui est, pour la petite anecdote, ce qui est rigolo, c'est que autant nous on suivait Azure parce que oui, ils avaient les modèles jusqu'à encore présent state of the art puisque GPT-4 reste tout en haut, autant Amazon nous suit en tant que SN, on va dire, c'est-à-dire qu'ils viennent nous demander des rendez-vous. C'est vrai pour Google, c'est vrai pour tout le reste des cloud providers. Donc, et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, c'est-à-dire que tout le monde essaye d'avoir des rendez-vous avec Microsoft pour parler avec les équipes produits aux États-Unis. Là où au final, chez du Google ou chez du IBM et du Amazon, tu peux avoir des experts en face de toi qui viendront parce qu'en fait, ils veulent te montrer qu'ils sont capables de faire la même chose. Voilà, à peu près la même chose. Juste pour terminer, sur le fait que tu dis que quand on utilise une API GPT, je parle bien de l'API, je ne parle pas de l'interface, de l'IA, gratuite que tout le monde utilise.
toi tu dis que c'est sûr qu'ils prennent cette donnée-là pour l'entraînement. C'est pas ce que j'avais entendu. De OpenAI, bah, c'est comme ça que nous on l'avait vu dans le contrat d'utilisation effectivement. Alors après sur un chat GPT+, quand tu payes l'abonnement, peut-être que ça change la donne, mais en tout cas c'est comme ça que nous on l'avait effectivement compris. D'ailleurs c'est comme ça qu'après Samsung avait eu des problématiques. Enfin, c'est les retours qu'ont fait les juristes chez nous. C'est les retours qu'ont fait les juristes chez vous. Ouais. Voilà. Là où on n'a pas eu le cas pour le coup pour Azure, pour l'instant. D'autres questions? Est-ce que vous pensez que ChatGPT et ses concurrents peuvent remplacer des emplois? Parce qu'avant, en fait, pour faire un projet de communication, en fait, on mettait... Ça n'a pas de conscience, je le répète. Non, non mais enfin, il y aura de l'impact. Après, moi, je ne vais pas faire un discours, je ne suis pas Elon Musk ou Bill Gates, donc je n'ai pas la boule de cristal. Après, c'est comme tout. Hein. Je veux dire, au début, moi, je mettais ça... Au tout début, je comparais ça à Teams et je me disais, enfin, Teams, c'est tous les outils, finalement, tous les outils cloud sur lesquels on collabore. Au début, on pensait pouvoir faire ça. Maintenant, je pense qu'on n'imaginerait plus faire des slides ou faire un doc sans pouvoir le partager. Donc, on a très vite pris le pli. Ceux qui l'ont pas pris, je ne sais pas justement quelle efficacité ils ont eu et comment leur carrière a évolué. Il y a eu le même cas pour les développeurs avec ceux qui ont appris à se servir de Stack Overflow, qui allaient un peu plus vite, et puis ceux qui n'ont pas appris à le faire. Ça sera un petit peu comme tout. Après, je ne sais pas encore à quelle échelle. Disons qu'on voit dans les stats que oui, ne serait-ce que dans les Google Trends, que ça va relativement vite et ça touche beaucoup de secteurs. Parce que moi, j'aime beaucoup des fois taquiner les grands cabinets de conseil de ce monde. En fait, tu peux faire des slides super bien, des super slides marketing avec des chiffres de partout en utilisant ce genre d'outils. Et ça te coûtera beaucoup moins cher que de payer 2000 € la journée à un consultant de certains cabinets de conseil. Voilà. Donc peut-être ça changera l'emploi, je sais pas, j'ai pas la boule de cristal pour le temps. On a fait le tour, on passe à D4. Merci Dorian. Merci. Merci. Et ben on va continuer, merci beaucoup, merci d'être présent aujourd'hui, merci à la communauté de DataLead. Merci pour l'invitation également aux organisateurs du Meetup. Moi, c'est la 3e fois déjà que j'interviens ici, et cette fois-ci c'est avec Decathlon. C'est toujours un moment riche où on peut présenter une expérience qui a été vécue en entreprise et de manière transparente, expliquer à la communauté qu'est-ce que l'on vit aujourd'hui dans nos entreprises par rapport à la data, qui est encore forte à faire. Et donc voilà, on va en parler une partie de ce qu'on a vécu, nous, sur les enjeux analytics. On pourra également pas plus détailler si vous voulez après, lorsqu'il y a le quoi voir. On prendra les questions à la fin parce que c'est assez chargé. Voilà, désolé si vous levez le bras et qu'on ne répond pas pour l'instant. On prendra tout à la fin. Merci beaucoup. Alors, Annie Sayé, j'ai rejoint D4 il y a 1 an en tant que senior staff engineer sur l'analytics avec pour mission d'organiser, structurer les enjeux tech pour Decathlon sur l'analytics. Et une mission très particulière autour de la modernisation des pratiques et des compétences analytiques dans le groupe. Il y a donc Benjamin aujourd'hui qui est aussi présent avec moi. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Donc moi, Benjamin, ça fait 4 ans que je suis chez Decathlon maintenant, en tant que data engineer sur la plateforme de la data. Ma mission principale, c'est de mettre en place la stack technique autour du processing et de l'orchestration de la donnée. Et en parallèle de ça, je suis responsable du déploiement de Databricks au niveau United. Donc United, c'est France et tous les BU en pays. Donc, je pense que vous connaissez tous Decathlon, mais quelques petits chiffres pour présenter la société. Donc Decathlon conçoit ses produits sportifs, les vend aussi bien sur Internet que sur l'e-commerce que dans des stores, dans les magasins. On est présent sur plus de 70 pays actuellement et plus de 105 000, à peu près 105 000 collaborateurs travaillent chez Decathlon actuellement. Avant, on se concentrait uniquement sur la vente de produits, et maintenant, depuis quelques années, on se concentre aussi sur l'expérience que vit le consommateur et autour de sa pratique du sport. Et du coup, ça donne lieu à Decathlon Digital. Alors peut-être qu'avant, on n'entendait pas de Decathlon Technologie, c'est l'ancien nom de l'entreprise, on s'est renommé il n'y a pas si longtemps que ça en Decathlon Digital pour soutenir justement cette transition autour de l'expérience du service digital que doivent vivre nos clients.
Pour marquer le coup, on dit ok, on va avoir toute une entité propre, autonome, qui va essayer de réfléchir à cette transformation de l'expérience client et pas seulement juste l'entreprise et ses outils et ses fonctions support qui doivent devenir de plus en plus digitalisées. Non, c'est l'ensemble de l'entreprise qui doit être digitale. Pour y parvenir, on va retrouver des software ingénieurs, la notion de produit, la data IA et tout ce qui est cybersécurité. Au niveau de la data, on est autonome sur tous les métiers, hein. Même si on est un retailer au départ, on va avoir toutes les fonctions de data engineer, data scientist, data analyst, BI engineer, MLE, MLOps, data ops, enfin on a data guru, etc. Enfin, il y a toutes les fonctions qu'on peut imaginer autour de la data qui sont présentes chez Decathlon. Et on est environ 400 collaborateurs aujourd'hui à travailler sur ce sujet-là au sein de Decathlon Digital. Mais également dans les pays, on a toutes les fonctions data qui sont représentées. Donc en tout, on est quelque chose comme 700, 800 collaborateurs data travaillant au sein de Decathlon sur tous les sujets data. Alors pour commencer, une première photo de ce à quoi pouvait ressembler l'analytics en 2022 dans un grand groupe comme Decathlon qui, je pense que souvent on vous dit que Decathlon est à la pointe de ce qui se fait de la data. Donc voilà à quoi ça ressemblait peut-être l'analytics chez Decathlon en début 2022. On voit du G-Sheet, on voit des dashboards pas forcément très sexy, on voit tout un niveau qui est très hétérogène. Alors c'est vrai que j'ai pris les pires, hein, il y a des trucs qui étaient bien, mais en tout cas il y avait tout. Il y avait tout et l'enjeu, c'est de se dire, on pense qu'on ne fait pas très bien, on pense qu'on peut faire mieux, et comment est-ce qu'on peut être plus efficace. On avait jusqu'alors plutôt le responsable marketing, le responsable supply, qui pouvaient chacun dans leur coin définir, moi je vais faire de la data analyse, ben, j'y vais comme j'ai envie. Ben non, c'est ça qu'on a travaillé, on a essayé de construire une vision sur comment on veut faire l'analytics à l'échelle d'un groupe. La partie visible, c'est ce que Anissé a présenté, et la partie un peu moins visible par tout un chacun dans la BU, c'est la partie technique. Et dans la partie technique, on voit aussi beaucoup d'hétérogénéité. On pouvait faire un data analyst, il pouvait faire du SQL, du Python, du R, sur différents serveurs. À noter qu'on est sur le cloud AWS, donc c'est pour ça que vous voyez les Amazon EC2. Donc voilà, tout ça c'était un peu orchestré avec Jenkins. Et les data analysts pouvaient chercher de la data aussi bien sur le data warehouse, Redshift, que sur S3, donc le data lake. Et on ne savait pas où était la source de vérité. Donc ça, c'était déjà un premier pain point. Et au niveau de la vise, on voit au moins, là on en a mis 4, mais il y en a au moins 4 différents. Donc un sur le même cloud, donc QuickSight, parce que le même cloud AWS, un sur un autre cloud, GCP, et d'autres sur des solutions propriétaires. Donc on voit que c'était très hétérogène. On avait une culture de partage assez restreinte, on va dire, entre le code, les bonnes pratiques, l'industrialisation aussi. Voilà, donc c'était un peu le constat il y a un an et demi qu'on a fait. Le constat était clair. Maintenant, si on veut essayer de transformer un échelonnement dans une entreprise sur une grande boîte, il faut poser une vision et l'affirmer de manière assez forte. Donc ça, c'est ce qui a été imaginé en 2021. Donc aujourd'hui, peut-être que ça ne vous surprend pas beaucoup parce que finalement, c'est ce qu'on vit à peu près. Hein. En 2021, on se dit, aujourd'hui, la pratique analytique, elle est gérée de manière totalement décentralisée et chacun au sein de sa BU peut faire l'analytics comme il a envie. Alors, il faut qu'on centralise. On entend beaucoup parler de data mesh, etc. Mais moi, ma conviction sur le data mesh, c'est que déjà, c'est le bordel. Il vaut mieux centraliser avant de mieux décentraliser. Donc voilà, première étape, on recentralise de manière assez propre pour remettre des pratiques communes et avoir une identité de comment on veut faire de l'analytics ou de la data au sein du groupe. Pour après mieux décentraliser, et c'est ce qu'on voit sur la partie 2023 par exemple, où voilà, ça y est, le métier aussi comprend mieux ce que ça veut dire faire de la data ou de l'analytics. On va pouvoir lui laisser un peu plus d'autonomie dans sa façon d'appréhender les sujets. Et on avance jusqu'à, alors on a mis une target ici à 2025 sur le self-analytics, où on va pouvoir traiter le métier pour répondre de manière autonome à des questions qui pourraient se poser sans passer systématiquement par un data analyst. Il pourra jouer lui-même avec sa data et peut-être se construire ses graphiques. Donc ça date de 2021. Il y a eu un grand moratoire dans l'entreprise, quelque chose qui est assez rare dans notre groupe, où on a plutôt tendance avec plutôt très bottom-up. Là, on était très descendant. Voilà, c'est terminé la data analyse. Vous allez arrêter de recruter data analyst dans vos BU, et c'est la BU data qui va tout gérer pour vous, en attendant que voilà, on arrive à avoir quelque chose qui soit scalable et généralisable. Donc concrètement,
Quand je dis on centralise, c'est la naissance d'une nouvelle équipe qui est l'Analytics Factory. Avec une mission, développer l'analytics à l'échelle avec un impact maximal pour l'ensemble du groupe. Petite photo de l'équipe, on aime bien chez Decat faire des moments de cohésion sportive ou pas, il y a un peu de tout. Donc ça, c'est l'analytics quand il a été lancé, et il y avait à peu près, on peut compter sur les images, qu'on verra après plus de monde. Voilà, on était à peu près une trentaine en début 2022. À la suite de ce moratoire et de cette nouvelle organisation, maintenant il y a un schéma managérial qu'il faut essayer de mettre en place. La stratégie qui a été adoptée par Decathlon, c'est d'avoir quelque chose qui soit bicéphale, avec en haut un directeur qui va s'occuper de toute la partie stratégie, management, organisation de cette entité nouvelle, et à côté un bras droit technique, le staff engineer, donc ça c'est moi ma position, qui est une sorte de CTO dans cette entité-là pour assurer la gouvernance technique, le choix des outils et appuyer le directeur. Parce que le directeur, il a plein de choses à faire sur le management dans un très grand groupe. Donc le fait d'avoir juste à côté de lui une sorte de CTO, ça permet d'aller beaucoup plus vite sur les prises de décision, ça peut être beaucoup plus fort, de manière beaucoup plus efficace vis-à-vis des virages technologiques qu'il faut éventuellement prendre et qu'on n'ose pas prendre parce que peut-être lui n'est pas au fait de tout ce qui peut se faire. Ensuite, dans la data analyse, ce qui est important aussi, c'est de maintenir le fait que si un data analyst il fait une semaine de la supply chain, une semaine du marketing, une semaine d'autre chose, ça ne marche pas en fait. Il est nécessaire pour la data analyst d'être spécialisé par grand domaine. Donc on va avoir un découpage avec un manager qui va gérer un domaine digital ou un ensemble de domaines digitaux. Et en dessous, du coup, on a les data analysts et les BI engineers. Donc ça, c'est le découpage qui a été imaginé et qui a été implémenté pour arriver à avoir une gouvernance des compétences et des profils qui va nous permettre de centraliser, mais permettre aussi, on va tout de suite, de redécentraliser, puisqu'on voit déjà que ces équipes-là pourront se redétacher plus tard quand on voudra. On a l'organisation. Maintenant, on va essayer d'animer tous ces gens-là pour créer quelque chose de meilleur et qui apporte plus de valeur pour l'entreprise. Cassie Kozyrkov, est-ce que certains connaissent ce nom? J'en vois un tout petit peu. Ok, c'est la Chief Decision Scientist de Google, qui est souvent citée dans l'analytics pour sa vision sur qu'est-ce que ça veut dire aider les entreprises à prendre des décisions. Et du coup, ce qu'elle explique, c'est que souvent, quand on fait de la data analyse ou quand le métier vient nous voir, il y a une question sur la data, il est déjà trop tard, il voudrait la réponse maintenant, tout de suite. Quand il dit, j'aimerais savoir tes chiffres, c'est maintenant, quoi. Et du coup, si on se dit, nous, on veut créer une organisation scalable qui doit pouvoir répondre vite à ces enjeux-là, il faut qu'on commence nous-mêmes à commencer à avoir ce mindset de il faut aller vite. Mais on ne peut pas se transformer et se dire on va répondre aux questions dans un an. Il va falloir qu'on fasse cette transformation en allant vite et en continuant de délivrer. Donc ça, c'est le mindset qu'on doit créer déjà au niveau de l'organisation. Avec 4 axes de développement, l'enjeu tech, il nous faut une stack qui soit moderne. On parle souvent de moderne data stack. Comment on fait pour, dans un grand groupe, supprimer un legacy qui est peut-être, on l'a vu juste avant, un peu conséquent, très hétérogène, pour dire quelque chose de beaucoup plus moderne. Un enjeu autour des compétences. Comment faire entrer plus de seniors? On a souvent ce combat autour de la seniorité dans l'entreprise. Comment on arrive à attirer les seniors ou comment on fait progresser nos internes déjà pour qu'ils soient meilleurs sur un outil de vie. Plutôt qu'en avoir 4, si on a un seul, ce sera plus facile de le faire monter en seniorité. Un enjeu autour de l'usage, l'accessibilité à la donnée. Est-ce qu'il faut avoir toute la donnée dans le lake? C'est une question qu'on me posait au début. Est-ce qu'il faut tout migrer très vite ou est-ce qu'on ne va pas se concentrer sur quelques datasets qui sont pertinents? Ça, c'est pareil. On peut donner ces consignes-là aux data ingénieurs pour dire non, en fait, il ne faut pas tout, vraiment. Ça, pour nous, c'est important et prioriser là-dessus. Et d'avoir cette connexion avec les data ingénieurs pour assurer qu'on a les bonnes data et la gouvernance avec la bonne qualité. Et le dernier axe, on peut aller très vite. Mais si à chaque fois on repart de zéro, en fait, on n'arrive pas à capitaliser sur les travaux des autres et donc aller encore plus vite demain. Donc, comment on travaille une culture où on peut réutiliser facilement le travail du collègue pour aller plus vite demain? Et ça, c'est peut-être le chantier le plus difficile, je trouve, aujourd'hui encore à adresser. Du coup, comme le disait Nissé, il y avait un chantier où il fallait repenser un peu la stack. Et la partie stockage de la donnée, accessibilité, stockage, qualité, gouvernance, ça c'était la base. Comme je vous disais tout à l'heure, on ne savait pas où était la source de vérité. Là, on a pris le pari que ce sera dans le data lake et ça deviendra un lakehouse. J'expliquerai ce que c'est. Donc voilà, ça c'est notre premier chantier au niveau plateforme. On a créé des outils
pour alimenter de la donnée brute dans des zones de landing, la zone bronze, ainsi que qui deviendra silver, avec un peu de déduplication, des choses comme ça. En gros, c'est le médaillon architecture que Databricks poussait il y a quelques années, bronze, silver, gold. On a rajouté une zone insight pour l'analytics, pour la visualisation. Donc, dans la zone gold, ce sont les data, ce qu'on appelle data domain, nous, donc il y aura de la donnée de différents domaines de l'entreprise, le prix des produits, le stock, la finance, etc. etc. Et donc, ce sont des données agrégées qui vont servir à des data analysts, des data scientists, à tout type de personne qui veut apporter de la valeur avec la data. Et la partie insight qui va servir plus unitairement sur des projets, on appelle ça des data marts qui vont être exposés sur une vise. Et j'ai mis le petit logo de Delta Lake parce que sur le stockage, précédemment on était sur des données tabulaires, souvent du CSV, des choses comme ça. Et là on a évolué vers du parquet et même du Delta Lake qui apporte une couche de transactionnel au Data Lake. C'est pour ça qu'on parle aussi de Lakehouse. Alors, un changement de zone de stockage ou de base de données, ça fait toujours peur, parce qu'on dit qu'il va falloir changer tous les flux. En tout cas, dans notre mindset, souvent, c'est oulala, l'impact derrière il est assez énorme. Dans la moderne data stack, il y a un enjeu qui est important, c'est qu'on doit être très résilient et avoir cette agilité à pouvoir changer les data sources facilement. Quand on arrive avec une architecture comme celle-là et qu'on arrive avec nos pratiques aujourd'hui de CI, de CD, même sur de l'analytics, on peut plus facilement déplacer les data sources. Et c'est ça aussi un des chantiers. C'est-à-dire qu'on profite de cette migration de sources pour dire maintenant dans votre mindset, ayez en tête que finalement on va toujours rajouter de nouvelles sources. Peut-être on va invalider des data également. Donc comment tous les jours penser à ce que votre code, à ce que votre dashboard, vous pouvez switcher demain une table et ça va être un non-sujet. C'est comme la question de la mise en prod dans le software engineering, ça doit être un non-sujet de changer une source dans vos pipelines. Et là, on y arrive, on y a installé tout de suite cette philosophie. Donc, cette slide, c'est vraiment la slide qu'on présente quand il y a un newcomer dans les équipes Analytics, par exemple, où on explique l'ensemble de la stack, au final, on a rationalisé et on explique les différentes parties. Donc là, on vient d'en parler, il y a la partie stockage, stockage de la donnée physique, donc sous forme de fichier. Ensuite, ce qui n'existait pas et ce qu'on a rajouté aussi, c'est une partie qu'on appelle le Metastore, qui est nous AWS Glue, où on va référencer des métadonnées issues des fichiers, donc ça peut être le schéma, les partitions, le pass S3, donc la location de où se trouve la data. Et ça c'est hyper important parce que au final dans un Metastore, quand on référence quelque chose dans un Metastore, on crée une database et on crée une table dans une database. Et ça devient de facto plus compréhensible pour des personnes qui viennent du monde du data warehouse. Donc on verra comment accéder à la donnée grâce à ce Metastore. Ensuite on a la partie processing de la donnée. Donc accessibilité et processing et traitement de la donnée pour l'agréger, pour construire des marques. Et ça, on utilise Databricks. Alors, en tout cas, pour la partie data analyst. Donc, sur Databricks, il y a plusieurs façons de processer de la donnée. On peut explorer avec du notebook. Sur du notebook, vous pouvez créer des requêtes en SQL, faire du Python, faire du Scala, du R. C'est assez large au niveau de la façon dont on veut extraire de la data et agréger. Ensuite, par contre, tu as dit R, non, on ne fait pas de R. D'accord. C'est possible. C'est possible de faire du R, mais on n'a pas mis à. Je pense pas qu'il y en ait un qui. Non, c'est interdit. Votre micro aussi. Donc, oui, non, le R, c'est. Je pense que ça saute. Donc, cette partie-là se fait sur Databricks. Ensuite, il manque une partie, c'est une fois qu'on a agrégé la donnée et qu'on veut l'exposer. Bon, nous, maintenant, on a rationalisé, on n'est plus sur les 4 que je vous ai cités tout à l'heure. On a pris le parti d'aller sur Tableau. Et Tableau, il se connecte très bien avec la partie SQL, donc SQL de Databricks.
ce qu'on appelle les SQL Warehouse. Du coup, quand quelqu'un, donc un data analyst, crée sa vise sur Tableau, consulte son dashboard, clique sur un filtre, ça va générer des requêtes SQL qui vont tourner sur le compute sur Databricks, qui est le SQL Warehouse, qui, on verra juste après, est optimisé pour les requêtes SQL. Donc, au final, le SQL Warehouse, c'est la pierre angulaire un peu de la partie exposition, parce que le tableau ne peut pas taper sur des clusters ou on va dire normaux, ça s'appelle du all purpose sur Databricks, mais est connecté sur le SQL Warehouse. Qu'est-ce qu'un SQL Warehouse? C'est une espèce de ferme de cluster. Un cluster Spark, sous Databricks, c'est Spark qui tourne. En gros, les requêtes SQL sont traduites en Spark et donc tournent sur des clusters. Un cluster, c'est quoi? C'est une instance pour un driver et plusieurs machines à côté qui sont les workers sur lesquels le calcul tourne. Et donc on peut avoir un cluster et dans un warehouse, on peut y avoir plusieurs clusters à côté. Donc c'est-à-dire qu'on peut scaler horizontalement et on peut scaler aussi verticalement parce que la taille des machines, on peut l'upgrader. Vous voyez qu'on peut passer sur des machines i3 4x large, i3 8x large, etc. Databricks a développé aussi un moteur vectorisé en C++ beaucoup plus rapide et puissant qui s'appelle Photon et qui est d'emblée mise à disposition dans les SQL Warehouse. Ça fait que ça optimise le temps de calcul également. Ce qui est aussi vraiment pas mal au niveau SQL Warehouse. Donc on utilise des SQL Warehouse serverless. Donc ça met 15 secondes à popper au final. C'est très rapide et on peut mettre un auto-termination à la valeur que l'on veut. Donc tant qu'il y a quelqu'un qui utilise Tableau, c'est up. Et si par exemple dans la nuit personne n'utilise, boum, ça s'éteint. Et on peut aussi isoler les ressources. On peut créer des serverless, des warehouses partagés avec plusieurs équipes dessus. On peut créer des warehouses dédiés aux équipes. Ça dépend de la criticité du projet, etc. Et on peut du coup aussi gérer l'accès à la donnée en fonction des équipes. C'est-à-dire que sur le même warehouse, on peut dire telle équipe a accès à une donnée critique, l'autre équipe n'aura pas accès. On peut gérer tout ça sur le warehouse. Donc, sur cette nouvelle stack pour la data analyse, il y a des avantages par rapport à l'ancienne. Déjà, la partie compute et storage est dissociée. C'est-à-dire que le storage c'est sur S3, le compute c'est sur des machines EC2. Alors qu'avant, tout se faisait sur la même machine. Il y a des producteurs de données. Enfin, c'était sur Redshift, imaginons qu'un producteur de données alimente Redshift. Si le consommateur veut aussi faire des requêtes SQL au même moment, au final c'était un gros point de contention. Les gros serveurs Redshift, on avait beaucoup de data analysts qui étaient mécontents de venir au travail parce qu'ils lançaient une requête et ça pouvait prendre 1 heure à tourner pour une requête qui doit durer 3 secondes par exemple. Donc ça c'est quelque chose qui change. J'ai parlé de la notion de notebook tout à l'heure. La notion de notebook sur Databricks, c'est hyper simple de popper un notebook, de le faire tourner sur une machine et de partager son notebook avec un collègue de son équipe ou d'une autre équipe. Et ça, l'aspect collaboratif, c'est quelque chose qui est hyper appréciable et apprécié. Il y a une intégration native aussi avec Git, donc tout ce qu'on fait est capitalisé et on peut aussi du coup partager via Git et ne pas perdre son travail. Au début de Databricks, on a commencé, comme disait Anissé, il y avait peut-être une vingtaine de data analystes. Il y a d'autres communautés qui commençaient aussi à venir sur Databricks. Et là, on est plus de 400, entre 400 et 500 sur Databricks. On voit que l'accessibilité à la donnée, elle est beaucoup plus facile maintenant. On est à une demande d'accès aux ops pour avoir son équipe et son compte sur Databricks, et une requête SQL pour visualiser une table. Donc c'est assez appréciable aussi cette partie-là. Sachant qu'on tape maintenant sur un data lake qui est beaucoup plus gouverné qu'avant. Et le fait d'avoir rationalisé aussi la stack,
on a moins d'outils sur la stack Data Analyst. Il y a 3-4 outils. Les trainings et les coachings par les seniors est beaucoup plus facile. Et c'est une stack qui est state of the art, du coup, pour attirer des nouveaux profils aussi. On en a besoin, c'est important. Donc une success story, oui, on a réussi en fait quelque chose qui paraît des fois impensable dans un groupe, c'est-à-dire comment on peut migrer totalement toute une communauté. On parle de à peu près 50 data analysts qui ont été, je leur ai dit, genre c'était en avril 2022, Redshift déprécié, Google Data Studio déprécié, QuickSight déprécié, enfin j'ai fait une longue liste, tout ça c'est déprécié. Voici votre nouvelle stack. Forcément ils ont peur au début, comment on va faire? Moi, le métier, il attend un dashboard pour le mois prochain. Qu'est-ce que je fais? Je continue avec mon ancienne stack ou je migre sur une nouvelle stack? Et comment je vais me former? Est-ce que je vais avoir du temps ou pas? Voilà, donc il y a toute une notion de conduite de changement qui doit être amenée, mais finalement, c'est faisable. C'est faisable si on met une direction claire et qu'on met les moyens. Et surtout ici, les moyens, c'est l'accompagnement Ops, l'accompagnement l'équipe qui met en place Databricks, par exemple, pour faire en sorte que ce soit facile et que je n'ai pas 36 tickets à faire pour avoir accès à une table, que finalement ce soit le plus fluide pour rentrer dans ces nouveaux outils. Donc on parle à peu près, alors j'ai mis les chiffres, 150 analyses réalisées, 50 data analysts migrés, et 25 data analysts recrutés à peu près en un an. Donc ça c'est une belle perf aussi. Maintenant on recrute sur Paris, on ne recrute plus sur l'île parce que juste c'est un petit peu bouché. Et voilà, ça nous a aidé également pour recruter sur Paris. Et ça, c'est une métrique sur laquelle moi je m'étais animé personnellement, c'est-à-dire le temps qu'il faut pour un nouvel arrivant pour écrire une table dans le lake, brancher un dashboard tableau et le partager au métier. Là, c'est moins d'une semaine aujourd'hui. Aujourd'hui, un nouvel arrivant il peut se connecter au lake, créer sa première table, faire sa requête de SQL pour faire son create table, ouvrir son tableau, faire une liste et la partager. Maintenant, ce qui est plus dur, c'est bien sûr la partie connaissance du business, mais techniquement, il est opérationnel et il peut délivrer des insights en moins d'une semaine avec tous les accès qui vont bien. Il n'y a pas d'autres dates qu'il faut parce que les équipes sont créées, mon domaine est créé, donc ça va super vite. Le changement, ça a plusieurs façons. Donc en bas, ce que j'ai mis ici en bas à gauche, c'est plutôt des exemples de graphiques réalisés, pas trop en parler. Par contre, sur la droite, c'est la conduite du changement. Là, vous connaissez peut-être, c'est le Team Mood, c'est une application pour suivre est-ce que vos collaborateurs se sentent bien. Donc ça, on envoie toutes les semaines une question, enfin ça demande de répondre entre 1 et 10, ok, comment s'est passé votre semaine? Bon, nous, on monitore la satisfaction de nos collaborateurs par rapport à l'ensemble de leur expérience chez Decathlon par rapport à l'analytics. Voilà, on suit ça. Il y a également des templates, et donc moi j'ai des dashboards que j'ai créés pour suivre est-ce que nos collaborateurs suivent en adoptant une nouvelle stack? Oui, non, donc on voit du rouge, du vert, combien sont déjà sur la stack ou pas, combien ont produit des analyses sur la nouvelle stack, ont correctement documenté les documents d'analyse. Donc il y a toute cette partie observabilité ou data analyst sur les data analysts pour savoir si le changement est bien c'est maintenant et si on est en train de le vivre tous ensemble. Et ça, il faut l'animer ce changement, et c'est là aussi le rôle de staff, on l'a vu peut-être dans ceux qui ont des grosses structures, à investir dans ces métiers de staff, parce que ça permet de vraiment conduire du changement technique assez rapidement et de manière assez forte quand on a envie et quand on le veut. Là, on a parlé de la stack Data Analyst, donc Anissé il est staff de cette communauté-là. Nous, côté plateforme, on a pas que on a d'autres stacks à mettre en place. On a beaucoup parlé de Databricks, mais il n'y a pas que ça. On a toute une panoplie de solutions sur AWS aussi. Mais en tout cas, la communauté Data Analyst, c'était on va dire la plus facile au début à migrer, parce qu'il n'y a pas énormément d'industrialisation, de prod, choses comme ça. Et du coup, on a pu, avec l'aide d'Anissé aussi, booster cette transformation-là. Et cette transformation-là, elle a apporté beaucoup de choses à d'autres communautés aussi. Et notamment avec certains, j'ai mis là quelques points. Donc, on a accéléré cette transition vers le Lakehouse. Donc, les producteurs de données ont pris conscience qu'il y avait un réel besoin pour arriver à la cible, que ce soit sur les zones bronze, silver, gold, etc. Donc, il
ils s'animent pour migrer un maximum de données vers ce nouveau lakehouse gouverné et avec des données de qualité. On n'est pas encore totalement à la cible, mais on y arrive. Et plus il y aura de la donnée de qualité et en nombre, plus les data analysts pourront performer, on va dire. Le Metastore, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est quelque chose qui était poussif. On avait quelques databases, quelques tables. Maintenant, c'est mandatory. En Spark, quand un data engineer il va faire son écriture sur le data lake, il va référencer directement sa table d'Anglou pour que ce soit accessible via Tableau aussi. Sinon, si on alimente le S3 uniquement, ce qui est possible au niveau data engineering, quand on est côté Tableau, on n'a pas la possibilité de requêter, en tout cas avec Databricks SQL Warehouse, on n'a pas la possibilité de requêter le fichier directement. Il faut que ce soit forcément référencé dans le Metastore. Donc démocratisation du Metastore, hyper important. La capitalisation de code et la templatisation, j'en ai parlé tout à l'heure, avec Git. Alice, tu as mis un template aussi à disposition des data analysts pour que tous les projets aient la même nomenclature, la même forme. Ça aide aussi pour les nouveaux arrivants et pour démarrer des projets facilement. Il y a eu des migrations, parfois un pour un. Et pendant une migration, on met le nez dedans et ça permet aussi d'optimiser les jobs. Il y a des choses qui étaient faites avant la réorg où il y avait une personne ici, une personne là, une personne dans une autre BU. C'est souvent des personnes livrées à elles-mêmes. Là, maintenant, il y a des experts qui peuvent regarder un peu la nature du job, le code Python, les requêtes SQL, et on peut aussi optimiser pendant la migration ces jobs. Bon, on a parlé de success story, on a parlé beaucoup de points positifs. Voilà, tout n'est pas tout beau, tout rose. Il y a quelques petites limitations qui existent, qui persistent encore. J'en ai mis 3 là. Il y a encore pas mal de legacy. Que ce soit des flux talent pour alimenter Redshift actuellement encore. Tout le monde n'est pas passé sur le Lakehouse. Ça, c'est quelque chose qui peut être limitant pour les data analysts. Souvent, on vient voir, on me dit, mais voilà, elle est où cette donnée? Je la vois sur Redshift, elle n'est pas sur le nouveau data lake. Qu'est-ce que tu peux faire? Moi, personnellement, je ne peux rien faire. Mais le producteur de données doit pouvoir être en mesure de migrer aussi, lui, pour servir des usages. Donc, c'est tout ça qu'on essaye d'animer. L'access management, l'accès à la donnée est parfois difficile, même si il est réalisable et ça se fait assez vite. On est sur AWS, on est sur Databricks. C'est deux façons de faire différentes. Pour unifier tout ça, c'est pas si simple. Et au niveau gouvernance sur le stack que j'appelle hybride, quand je dis hybride, c'est Databricks et AWS. C'est pas les mêmes. Chacun pousse un peu ses solutions. Si on prend la solution d'AWS qui est Lake Formation, VS le Unity Catalog de Databricks, on peut pas prendre les deux pour l'instant. On peut pas unifier tout ça. C'est quelque chose qu'on travaille avec les deux parties pour améliorer. En tout cas, ça demande pas mal de travail à ce niveau-là. Aussi, quelque chose que j'ai remarqué, il y a pas mal de monde qui vient me voir et me dit « Ok, j'entends parler de Databricks, il y a plein de personnes sur Databricks, il y a plein de data analystes. Moi, je suis en finance, je sais faire des requêtes SQL, mais c'est tout, entre guillemets. C'est pas péjoratif, mais c'est que derrière Databricks, il y a Spark, qui est complexe, il y a un Metastore et Glue, il y a des fichiers, il y a des nouveaux formats de fichiers, il y a du delta, des optimisations, enfin, il y a des machines, il y a des termes qui sont assez compliqués pour certaines personnes. Et du coup, Databricks n'est pas forcément la solution pour tout le monde. Et ça, c'est un peu compliqué à gérer aussi. Il faut qu'on trouve des outils pour tout le monde, pour démocratiser la data à l'échelle de l'entreprise. Là, on l'a fait à l'échelle de la BI Data, on l'a fait à l'échelle des différentes business units avec lesquelles on travaille assez souvent. Et pour la démocratiser encore plus loin, il faut encore travailler. C'est plus un partage un peu de les perspectives
sur lequel je travaille actuellement au sein de Decathlon par rapport à Célie. On a migré, on a réussi au niveau de la pratique analytics à s'améliorer. Il y a deux grosses tendances aujourd'hui qui sont en train d'émerger, sur lesquelles on travaille, on a plus ou moins avancé. La première partie, c'est la notion de c'est bien d'avoir un data lake, on en a beaucoup parlé pendant ces peut-être 10 dernières années. Par contre, on se rend compte que ce qui est encore mieux, c'est d'avoir au sein de mon data lake des zones qui sont orientées business, et donc créer des sortes de data mart à l'intérieur de mon data lake. Le data lake, ça reste ma couche basse, sur laquelle je vais avoir la donnée la plus fine, granulaire, tout ce que je veux, toute la data que je veux. Par contre, de temps en temps, si je travaille que sur l'e-commerce, par exemple, je veux que l'univers donné e-commerce. Et donc, je viens piocher sur mon lake, où il y a tout, et je reste pas très loin, parce que je suis encore dans la team, mais juste que je crée une zone que je vais appeler un data mart à usage analytique. Et là-dedans, vont travailler trois profils, Data Analyst, BI Engineer et le fameux Analytics Engineer, qui est le Data Engineer de proximité qui travaille dans cet univers Analytics. Souvent, quand on voit Analytics Engineer, pas loin, il y a un autre symbole qui apparaît, c'est DBT, qui est là à côté. DBT, si vous ne connaissez pas et que vous travaillez en Analytics, je vous invite très rapidement à vous documenter et à vous former à DBT, parce que c'est la solution d'avenir pour vous qu'il vous faut absolument. Donc vraiment, si vous ne savez pas encore ce que c'est DBT, notez-le quelque part là, et allez voir quelques vidéos ce soir sur ce que ça fait, à quoi ça sert, parce que c'est vraiment un changement de paradigme dans le monde de l'analytics. Grâce à DBT, grâce à ce trio-là, grâce à des data mart, on voit apparaître, et on a la chance, Decathlon, comme moi j'ai la chance, d'avoir au sein de mon entreprise un outil de data vise qui a été contractualisé pour l'ensemble des collaborateurs, et aujourd'hui, chaque collaborateur Decathlon a une licence Tableau Viewer. Donc je peux partager à n'importe qui dans l'entreprise un dashboard. Donc on a 100 000 licences Tableau Viewer. Ça c'est quand même une chance assez incroyable. Donc n'importe quel contributeur BI qui arrive chez Decathlon, il peut tout de suite créer des dashboards pour n'importe qui au sein de l'entreprise. Nous on est aussi un petit peu client premium du coup pour Tableau, on est un peu gros client. Donc on voit, ils ont présenté leur roadmap par rapport à Tableau. En particulier, on a vu Tableau GPT et Tableau Pulse. Ce sont deux fonctionnalités où je peux interagir en langage naturel dans mon interface Tableau. Où j'ai un graphique qui me plaît, je peux dire, ok, sur ce graphique-là, j'aimerais voir un détail là-dessus. Ou j'aimerais voir autre chose à côté. Donc on n'a plus besoin de connaître le SQL ici. On a un début de dashboard qui plante un décor, il plante des KPI, il plante des métriques. Et après, en langage naturel, je peux aller créer moi-même des nouveaux sous-graphiques. Et ça, c'est quelque chose que nous, on va explorer, là, de vraiment les accès avant la fin de l'année, en early access. On sait que ça va nous donner pas mal de belles possibilités. Ça fait une petite transition avec du coup ce qui s'est dit juste avant, mais c'est des vrais changements, surtout pour amener le Graal qu'on imagine depuis plusieurs décennies, le self-analytics, c'est-à-dire que demain, les métiers pourront vraiment d'eux-mêmes répondre à leurs questions. Peut-être qu'on le touche presque. Merci, c'était la dernière slide. Oui. Alors, la question, c'est vous expliquer comment vous avez embarqué les collaborateurs dans ce changement. Comment est-ce que la sélection a été embarquée dedans? Parce qu'au final, c'est quand même à dire on va faire une migration, donc on va peut-être moins produire pendant un moment donné. Comment vous avez su les convaincre? Non, il n'y avait pas de négociation sur le moins à produire, vraiment. C'était ok, on met tous les outils qui vont bien, et à Nice, on est ok pour un tableau pour tout le monde, Tadrix pour tout le monde. Par contre, voilà, il fallait y aller assez rapidement. Par contre, que ce soit mon N+1, N+2, N+3, enfin toute la big data, il n'y avait pas de question. Le plus dur, c'était pour les métiers, mais on a fait en sorte qu'ils ne s'en rendent pas vraiment compte. Voilà, on s'est dit, on ne vous explique pas tout, on centralise, on reprend la compétence, vous allez voir, ça sera mieux qu'avant. Donc on mesure un NPS, typiquement, on vérifie tous les 3 mois, est-ce que vous êtes content ou pas de ce qui se passe. Et ok, ça se passe bien. Et non, c'est plutôt en mode, on ne vous dit pas tout ce qui est en train de se passer, mais ayez confiance, ça va le faire. Donc ça a été bien négocié en amont, c'est-à-dire on reprend le contrôle, faites-nous confiance, ça va aller. Et puis ensuite, on est allé sur tout ce qui est training, c'était un peu intensif, quoi. À un moment donné, c'était les DA, on leur a dit là, il n'y a pas le choix, c'est sur juin, juillet, peut-être un peu plus calme. On y va, on vous avez en formation, on fait venir des experts, et puis vous allez vite monter en compétences. Pour répondre à ta question, ça s'est très bien fait côté data analyst. Maintenant BI aussi.
parce que ils ont mis les moyens, donc avec un staff, avec le N+1, le N+2 qui était moteur. Quoi qui était moteur. C'est pas si simple avec toutes les communautés, entre guillemets, la data engineering, etc. Il faut vraiment, pour que ça marche, enfin, un conseil, c'est que ça vienne, il y a un mandat fort et que ça vienne, il y a une réorg. Là, au final, il y a eu une réorg, tous les data analysts se sont regroupés, ont formé une communauté, et il y a eu une direction technique, etc., etc. On a travaillé ensemble avec la plateforme pour leur dire, ok, ben, vous voulez aller là, nous on va vous aider aussi à aller là. Voilà, c'est un travail. Pourquoi c'est un peu plus long avec d'autres communautés? C'est qu'il n'y a pas forcément cette prise de conscience. Alors, on essaie de pousser côté plateforme. Il y en a qui réagissent, il y en a qui réagissent un peu moins. Il faut que tout le monde aille en même temps vers la même direction, sinon c'est un peu plus compliqué. Moi je me demandais par rapport à... donc ça c'est l'analytics, mais le reste des clients de la plateforme, ils ont aussi ce régime unique, Databricks, Glue et puis Esprit. Bonne question. Non, alors oui et non. Glue, oui. Et non, vu que... Ouais. On a rationalisé, j'avais mis dans la slide mais j'ai pas eu le temps de le dire, on essaie de rationaliser les anciens outils. Donc par exemple Jenkins, on faisait de l'orchestration avec, on faisait de la CI/CD, on faisait du compute. Voilà, on a dit ok, on va arrêter au moins 2 sur 3. La CI/CD on l'a mis sur GitHub Action, là tout le monde fait ça. L'orchestration pour la partie data engineering en Airflow, tout le monde fait ça. Voilà, on essaye de sortir petit à petit certains usages. Redshift, on décommissionne pas Redshift, loin de là, mais on rationalise les usages. Donc on sort la data engineering, par exemple on va y mettre sûrement de la BI peut-être avec Redshift Serverless et Tableau, enfin voilà, il y a plusieurs options, et ça dépend des stacks. Donc on prend un persona et on met une ou plusieurs stacks possibles. Typiquement la data analyse, il n'y a qu'une stack, go. La data engineering, il y a plusieurs stacks. Je vais en citer rapidement 2. Il y a ceux qui font du Spark, donc ça fait Airflow, Spark, mais Spark ça peut tourner aussi bien sur un ENR que sur Databricks. Là on laisse le choix. Si des data engineers qui veulent uniquement faire du Python, pas besoin de Spark, c'est Airflow Kubernetes et ça tourne sur des pods Kubernetes. Il y a du DBT aussi, donc voilà c'est pareil, c'est Airflow DBT. Pour les analytics engineers c'est DBT Cloud DBT. Donc voilà, c'est vraiment nous notre boulot c'est de mettre une stack cohérente avec les différents besoins en fonction des personas. J'aimerais juste revenir au début de la présentation. Vous nous avez parlé un peu des limites que vous rencontriez en 2022 du coup. Et après la présentation, j'avais du mal à visualiser en quoi cette solution elle résout en fait les problèmes vraiment. J'arrive pas à... J'ai peut-être raté le fil conducteur, mais... Du coup, l'entreprise Decathlon, je ne sais pas si c'est OK pour tout le monde, mais on va avoir un nombre de métiers qui est assez impressionnant, la finance, le supply, marketing, etc. On avait que à peu près une trentaine de data analystes pour adresser tous ces sujets-là. Donc il y avait un véritable enjeu de scalabilité sur un temps très court. Donc là, aujourd'hui, on était une trentaine. Sinon, je compte la BI et les AE, je sais qu'on est déjà 100 maintenant à date. Donc on a réussi à recruter en masse, arriver à adresser un nombre de sujets qui croît aussi plus vite que le nombre de collaborateurs. Donc c'était surtout l'enjeu de vitesse pour traiter un nombre de cas d'usage qu'on ne savait pas adresser à l'époque. En simplifiant la stack, en ayant des pratiques communes, en ayant une gouvernance claire, ça nous a permis de recruter, former et délivrer mieux, aussi sous la forme. Je n'ai pas fait un panorama de dashboard qui peut exister, mais en tout cas on s'est délivré des meilleures analyses. On a un pool de compétences ou d'experts au sein de notre réseau de référents qui nous permettent d'aller plus loin sur les sujets. Donc on a progressé techniquement et on arrive à livrer beaucoup plus de sujets qu'avant. L'industrialisation du process. Parce qu'avant là, il n'y avait pas forcément une centralisation de la Non, gouvernance. il y avait ça peut être ma requête SQL dans un Google Drive que je garde et que peut-être que je passe un tour à quelqu'un. Enfin, il y a vraiment de tout et des fois du J'avais pas compris du SaaS. l'ampleur du... Ah non, c'était vraiment le bazar. Ouais. Et alors, juste pour là-dessus, pour revenir, le métier était très content. C'est-à-dire qu'à l'époque, pour eux, ils étaient contents, parce qu'ils voyaient quand même leur chiffre. Ils voyaient un G-sheet, ils voyaient etc. Ils étaient contents parce que la phase émergée de l'IDR, c'était super. Enfin, pour eux, c'est à quoi ça correspondait. Maintenant, on savait qu'on pouvait aller beaucoup plus loin que ça. Et c'est là où, des fois, ça peut créer un peu de frustration, parce que
Il me dit, bah non, c'est super ce qu'il fait, moi je suis super content de son travail, je demande un chiffre, je l'ai, quoi. Après, comment il fait en dessous, je m'en fous un petit peu, moi tant que j'ai mon chiffre, ça me va. Mais non, en termes d'économie d'échelle et de scalabilité, ça ne fonctionne pas. Donc il fallait casser aussi ces mindsets-là. Du coup, pour revenir sur la SQL Warehouse, du coup c'est un cluster qui fait que du processing, mais il y a une architecture particulière pour processer. Bah c'est... Alors... Est-ce que tu peux répéter la question? Ouais. Yes. Du coup, en gros, qu'est-ce qu'un SQL Warehouse et qu'est-ce qu'il y a derrière? Donc je vais peut-être passer un peu vite. Et du coup, derrière, c'est des EC2 au final qui sont lancés, c'est des clusters Spark, et avec un driver et des workers. Et donc quand tu as une requête SQL qui arrive, c'est du Spark derrière qui est généré. Et le compute se fait sur ta machine. Pourquoi en 15 secondes alors ça démarre? Non, ça c'est le temps de démarrage, 15 secondes. Ouais, donc en fait, quand il y a des SQL Warehouse qui sont pas serverless, du coup, c'est 3-4 minutes, c'est le temps de tout pop. En fait, ça démarre dans le réseau de Decathlon, sur le compte AWS Decathlon. Ça prend 3-4 minutes. Et quand on parle de serverless, ce que nous on utilise maintenant, en gros, ça démarre sur des machines EC2, toujours pareil, mais sur le compte Amazon de Databricks. Ça sort de chez nous, de chez Decathlon. Et du coup, ils ont tout de préparé. Il y a plusieurs boîtes sûrement qui sont sur les mêmes clusters, etc. Et ça pop plus vite. Et de ce fait-là aussi, que ce soit du serverless et que c'est chez eux, ils appliquent du machine learning. Alors, je ne sais pas exactement comment ça marche, mais les nouvelles features qui vont sortir sur la roadmap, ils appliquent des modèles de machine learning pour optimiser les temps de traitement aussi et comprendre les requêtes. Et donc ça marche que quand c'est chez eux, parce que chez nous, ils n'ont pas accès. Une question plus technique aussi sur le storage du coup. Parce qu'en fait, si j'ai bien compris le concept de Lakehouse, il y a une partie compute que tu as expliqué avec des clusters Spark, et du coup en fait une partie de stockage en parquet sur S3, c'est ça? Ouais, donc c'est du parquet avec une couche de métadonnées en plus, ça s'appelle le Delta Lake. Ouais. Donc c'est Databricks qui l'a développé, mais c'est open source maintenant. Les clusters EMR depuis la version 6.9. Donc là, on est en 6.11, je crois, donc c'est assez récent, quelques mois. Ils ont embarqué la version open source directement, la librairie Delta aussi dans EMR, donc tu peux créer des tables, des Delta Tables avec EMR aussi bien que Databricks. Ce que ça apporte, c'est par exemple, ce qui n'est pas possible avec du simple parquet, c'est que tu peux faire du rollback de version, du time travel, ils appellent ça. Tu as tes fichiers parquet qui s'accumulent, tu réécris, tu ajoutes une ligne, tu auras tes anciens fichiers parquet et tes nouveaux fichiers parquet, et dans ton fichier de métadonnées, tu auras ta version 0 et ta version 1. C'est des pointeurs en fait. Et donc ça accélère les requêtes aussi, ça filtre automatiquement sur les métadonnées. Donc ça accélère la requête, ça apporte aussi tout ce qui est acidité, donc la consistance, etc. Sur ces parties-là. Donc tu as ça, tu peux optimiser aussi. Ce que tu n'as pas, il y a une commande optimize, tu lances juste un optimize de ta delta table, ça va récupérer tous tes fichiers parquet. Souvent, quand tu écris en Spark, tu as plein de petits fichiers, c'est pas très bon pour la lecture par exemple. L'optimize il va tout compacter avec une taille optimale. Tu peux faire du vacuum, le vacuum ça te supprime toutes tes données à partir d'une version antérieure. Enfin, tu as plein de choses que ce format-là apporte en plus du parquet en fait. C'est même plus une question de se dire est-ce qu'on fait du parquet ou du delta, on fait tous du delta parce que c'est du parquet avec beaucoup plus d'options. Juste pour rebondir là-dessus, si on compare avec par exemple un warehouse BigQuery ou des choses comme ça, où effectivement là on peut traiter des volumes de plusieurs terras sur une requête en quelques secondes, en termes de capacité de traitement, vous arrivez à concurrencer ce genre de choses, ou c'est quand même compliqué en termes de lecture? Ouais, alors pour être honnête, Databricks le vend comme un. D'ailleurs, même dans le nom, ils viennent de mettre warehouse, avant c'était des SQL endpoint, là ils ont mis warehouse. Pour
se dire ok, ça aura les mêmes perfs qu'un warehouse. Ça va être un warehouse sur un lake en fait. Du coup, au final, le lake house, c'est ça qu'ils vendent. Et ils n'ont jamais dit ça va te répondre en millisecondes ou en une seconde ou quoi. Mais ils essayent. Et avec le moteur Photon qu'ils ont développé, ils ont réduit de 3 ou 4 les temps de traitement. Mais ils n'arrivent pas non plus à des temps hypersoniques. Je ne vais pas te mentir. Il y a des choses qui répondent en 10 secondes, 15 secondes sur. En fait, tu es obligé de. Derrière, en fait, c'est du Spark. Donc, tu as le. Ouais, t'as le pruning des fichiers, t'as le choix des partitions, des fois. Si tu fais, en plus, ce qui est bien fait sur le warehouse, c'est que tu peux faire si tu fais 6 query profile, tu vois le profile, tu vois le nombre de fichiers que tu as sur ton dataset, tu vois le nombre de fichiers qu'il a réellement lu, tu vois le nombre de partitions qu'il a skip et tout, et il te dit, bah voilà, j'ai eu 10 secondes à faire ça. Donc voilà, c'est pas. Plus de visibilité aussi. Non, c'est pas une black mark. Tu peux vraiment optimiser grâce à ça aussi. Mais c'est pas. Alors ça fait longtemps, j'ai travaillé à 3 ans avec BigQuery et tout, ça me paraissait rapide. Là, j'ai pas fait des benchmarks récents, mais on a un cockpit maintenant sur la supply qui est en train de faire des tableaux SQL Warehouse et tableaux Redshift Serverless et qui est en train de comparer par exemple. Et étrangement, parfois Redshift Serverless c'est hyper rapide et parfois c'est le plus long. Et le warehouse, ça dépend aussi de qui est dessus. Ce que j'ai pas dit pour répondre à ta question, c'est que sur un cluster du warehouse, en parallèle, le cluster peut gérer que 10 requêtes. Et donc il y a un système d'auto-scaling. Si tu as 10 000 requêtes d'un coup, il va te démarrer des clusters et tu pourras faire 10. Et au final, ça peut te faire perdre du temps par rapport à ta réponse. Si tu en as déjà 10, ben, sur ton query profile, tu verras temps d'orchestration peut-être 3 secondes et temps de compute 10 secondes, tu vois, enfin un truc comme ça. Il y a plusieurs paramètres sur lesquels il faut jouer, faire hyper attention. Merci. Je propose juste, peut-être qu'on s'arrête là pour les